Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, bonjour à tous. La semaine internationale de la normalisation s'est ouverte hier à la CPS, vous le savez, c'est ce qu'on appelle le PASC pour Pacific Area Standard Congress. Des représentants de 25 pays travaillent toute la semaine en atelier pour échanger sur des systèmes normatifs en matière notamment de construction, de santé, d'éducation ou même de cybercriminalité. Et nous allons parler de cette normalisation avec nos 4 invités. Vaïmoua Mouliava, qui est membre du gouvernement chargé de l'urbanisme et de l'habitat. Jamil Abdelaziz, directeur du projet référentiel de la construction en Calédonie. Chantal Gay, qui est la présidente du PASC. Et Noah Patrick Koubac, qui est conseiller au secrétariat du Forum des îles du Pacifique. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être, Vaïmoua Mouliava, pour commencer, repréciser l'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie d'organiser cette réunion du PASC. Et puis, qu'est-ce que vous en attendez ? Merci. Bonjour aux auditeurs de RB. En fait, je vais laisser cette partie-là aux sachants. Non, mais c'est important. J'ai juste précisé que c'est une trajectoire. C'est pas quelque chose que la Nouvelle-Calédonie a sorti de son chapeau. Ça s'inscrit en réalité dans un besoin qui a été exprimé par les consommateurs ici en Nouvelle-Calédonie par rapport aux malfaçons. Ça s'inscrit dans la réforme de la construction que nous avons menée avec Jamil Abdelaziz à mes côtés. Et il fallait travailler parce que nous avons des normes françaises et européennes, travailler sur un référentiel de la construction en Nouvelle-Calédonie en regroupant l'écosystème. C'est-à-dire de le faire par consensus, un peu comme on fait sur le système de la normalisation. Et Jamil a réuni l'écosystème, les assureurs, les constructeurs, ceux qui vont certifier, et a créé tout un comité de travail, le CTE, le comité technique d'évaluation, et nous nous sommes concentrés d'abord sur un besoin calédonien, qui est la protection du consommateur, et dès lors qu'il y a litige, identifier et faciliter les responsabilités pour faciliter le remboursement pour nos consommateurs. Évidemment, vous savez que nous, on travaille toujours selon une trajectoire et de manière systémique, et puis on évite de travailler entre nous. Nous avons constaté que le problème est aussi un problème ultramarin, c'est-à-dire que les Caraïbes rencontrent les mêmes problèmes, que l'océan Indien, la Réunion, etc. Et nous avons continué à travailler avec les ultramarins. Aujourd'hui, nous sortons de notre bocal à poisson parce que nous partageons des mêmes contraintes dans le Pacifique. Ça fait 3500 ans que nous vivons avec les tsunamis, etc., etc. Donc la qualité vient aussi avec l'expertise. Et c'est dans ce sens que j'ai demandé à M. Abdelaziz d'investiguer les champs des possibles dans l'océan Pacifique et a été créé l'année dernière le PISC, le Pacific Island Standard Committee. Évidemment, la normalisation concerne tous les autres secteurs. Donc j'ai demandé à M. Abdelaziz de pousser la normalisation parce que le consommateur a besoin d'être rassuré, non seulement sur la construction, mais aussi sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et tous ces secteurs. Justement, le point de départ, c'est la construction qui a donné lieu à tout ce travail et cette mise en place. Chantal Gay, vous présidez ce PASC. Justement, sur quel autre secteur la normalisation peut s'appliquer ? Parce que finalement, c'est assez simple de comprendre la normalisation ou l'harmonisation des normes, en tout cas en matière de construction, de matériaux, etc. Mais il y a des secteurs où les choses sont peut-être un petit peu moins matérielles, si j'ose dire, et pourtant, il y a aussi besoin de normaliser ? Absolument. En fait, je pense que la normalisation, c'est un outil qui permet de développer le consensus sur des meilleures pratiques, par exemple, et qui peuvent s'appliquer dans n'importe quel domaine. Je vous donne un exemple qu'on fait en ce moment au Canada, qui est une première. On n'a jamais été impliqué dans ce domaine-là. La santé mentale et la substance, l'utilisation de substances. Il y a des parties prenantes intéressées à trouver des meilleures façons de faire, de livrer des meilleurs services aux consommateurs ou aux citoyens de façon générale. Et un des meilleurs outils pour le faire, parce que cet outil-là a fait ses preuves, regardez autour de vous, hein? Tout est ici et fonctionne bien et vous êtes en sécurité à cause de la normalisation. Donc, on veut vraiment utiliser cet outil-là qui a démontré sa valeur et sa performance et l'utiliser dans les secteurs d'intérêt d'une économie, d'une société, d'une communauté. Et évidemment, il s'agit d'identifier les besoins dans chacune des communautés, des économies, et de commencer là et ensuite d'étendre à d'autres secteurs. Et alors après, la partie concrète de cette normalisation, elle passe par quoi ? Par des textes de loi adoptés dans chaque pays qui est intéressé, par des référentiels communs ? Comment elle se traduit concrètement ? Elle peut se traduire par l'intégration de la norme dans des règlements, dans des lois, mais elle peut aussi
être utilisée à travers les forces du marché. Je donne l'exemple de la norme qui est la plus utilisée au monde, ISO 9001. ISO 9001, c'est un outil pour s'assurer de la qualité d'un service ou d'un produit. Si je veux me démarquer par rapport à un compétiteur, je vais chercher ma certification, ma reconnaissance ISO 9001 et je convainc mes clients que s'ils travaillent avec moi, ils vont avoir un meilleur service, ils vont avoir exactement ce qu'ils recherchent dans le temps, dans les échéanciers et dans le budget. Donc, il y a plusieurs façons. Donc, loi, règlement, évidemment, mais aussi les forces du marché. Voilà, et on verra que ça a des conséquences économiques, évidemment, pour les pays qui annoncent ces normes. Alors, je l'ai dit, il y a 25 pays qui participent cette semaine au PASC. Noah Patrick Koubac, vous êtes conseiller au secrétariat du Forum des îles du Pacifique. Les pays et territoires de la région sont particulièrement intéressés pour avancer sur cette question de la normalisation et des normes dans certains secteurs. Oui, non, merci beaucoup pour cette question. En fait, juste pour répondre à ce que Monsieur le ministre avait indiqué, c'est en fait la protection des consommateurs qui est très important. Parce qu'en fait, là, si on passe dans les îles... C'est le but final, c'est l'objectif final. Donc, c'est la protection de nos consommateurs. Parce que ce qu'on voit dans les îles du Pacifique, c'est qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui arrivent dans nos îles, mais il n'y a pas un système commun qui peuvent en fait contrôler justement en fait soit dans la construction, soit dans les biens et services. Et en particulier le travail que nous on fait au secrétariat, c'est qu'en fait le Pacific Quality Infrastructure, c'est se focaliser sur les biens. Donc tous les produits qui sont circulés dans nos marchés, dans nos supermarchés, il faut faire en sorte qu'en fait ils y ont, je dirais en fait une standard ou une qualité quoi, parce que les statistiques qui sortent en fait de la région, c'est que le niveau je dirais, NCDs, je ne sais pas comment dire ça en français, mais NCDs, c'est très, très élevé. Je prends l'exemple en fait de Fidji. Moi, je vis à Fidji. C'est 7 amputations par semaine. Le Vanuatu, c'est pareil aussi. Mais parce qu'en fait, on n'en parle pas de la qualité de la standardisation, de normalisation. Et donc, c'est ça qui est très important pour le secrétariat, parce qu'en fait, le secrétariat est là pour donner conseil, justement, aux États membres, comme quoi, en fait, si un produit qui arrive au marché, il faut faire en sorte que ça a un lien directement avec un standard international. Alors, on voit 25 pays représentés, notamment le Forum des îles du Pacifique, les pays-États de la région. Chacun a ses demandes particulières ou ses sujets de prédilection sur cette normalisation. Du coup, Jamil Abdelaziz, comment ça va se passer cette semaine? Est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques qui ont été retenus? Parce que c'est bien de faire des grands-messes, tout le monde le reconnaît, mais il faut aussi que ça aboutisse à des résultats concrets. Donc, est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés qui ont été ciblés pour cette rencontre à Nouméa? Alors, tout d'abord se réunissent aujourd'hui à Nouméa 25 pays qui représentent PASC, donc les pays qui entourent le Pacifique, et 18 pays qui sont les 18 pays du Pacifique. Donc c'est tous ces pays qui travaillent ensemble. Donc c'est 25 plus 18. Alors. Pas tout à fait, il y a des redondances, mais c'est bien. Disons qu'il y a 25 représentants dans l'un et 18 dans l'autre. Voilà. Ces deux organisations ne sont pas du tout au même niveau de maturité. C'est-à-dire que PASC se réunit pour la 44e fois. C'est une organisation qui existe depuis 1972, qui rassemble d'énormes pays. C'est 60% de la production de richesse dans le monde. Et au milieu de cet océan Pacifique, il y a 18 petits pays. Petits. Le plus petit, c'est Niue, 1640 habitants. Je ne vais pas les passer en revue, mais voilà, c'est la totalité de la zone Pacifique, c'est le tiers du globe et c'est 40 millions d'habitants. Il faut avoir ces chiffres en tête. Donc les défis que rencontrent les pays de PASC et les défis que rencontrent les pays du Pacifique, même si les objectifs et les ambitions sont les mêmes, ne sont pas de même nature. Et donc les enjeux et le croisement qu'on fait cette année en Nouvelle-Calédonie, il est concret parce qu'il tient compte de cette différence. Donc se rencontrent des pays qui ont solutionné des questions, par exemple sur l'urgence climatique, par exemple sur les IT, par exemple sur la cybersécurité, par exemple sur la sécurité alimentaire, par exemple sur la santé, avec des pays qui sont en devenir et qui doivent construire des modèles à leur échelle pour parvenir justement à ce résultat. Et l'intelligence que l'on espère mettre en œuvre, c'est comment est-ce qu'on peut adapter dans des tout petits pays avec 1640 habitants des modalités d'organisation de la sécurité du consommateur, comme disait Fahimia Mouliaba, qui tiennent compte des réalités de ce qu'on peut faire
pour obtenir le résultat le meilleur possible. Voilà. Ne pas aller dans une approche pas à pas, ne pas aller trop vite, ne pas aller trop loin, être bienveillant et s'inspirer en fait de ce qu'ont fait les grands pays pour permettre aux petits pays de voir le bout du tunnel et d'améliorer la qualité de leur production, de ne plus avoir les données que Noah nous expliquait. Pardonnez-moi ce jargonnage, Chantal Guay, mais est-ce que cette présence du PISC aujourd'hui est une chance pour le PASC ? Absolument. Est-ce qu'elle enrichit un petit peu les débats et est-ce que vous prêtez une oreille attentive à ces nouvelles demandes qui pourraient émerger ? Absolument. Je dis toujours, moi, ça fait maintenant 4 ans que je lead le PASC et à chaque rencontre, avec peu importe le membre ou l'organisation qui se présente, on fait des apprentissages. Beaucoup, hier, on a discuté de la vulnérabilité au changement climatique. Et moi, je fais un lien direct avec nos populations au Canada. On a une communauté nordique qui sont impactées par les changements climatiques depuis des décennies et qui sont très vulnérables. Alors, quand j'entends mes collègues des îles du Pacifique me parler de vulnérabilité et de comprendre comment ils font face, c'est quoi les défis, moi, ça m'aide, même au Canada. Donc, cet échange-là, et c'est ça la beauté de PASC et de la rencontre du PASC et de PISC, c'est de mettre en commun nos défis, nos réalités, pour essayer de s'entraider. Hein. C'est vraiment l'idée derrière tout ça, c'est un partage de connaissances et de s'entraider. On n'a plus le temps, on n'a pas le temps de réinventer la roue. Hein. Et moi, j'ai des petits-enfants et il faut s'assurer qu'ils ont un futur pérenne. Et donc, il faut mettre en commun nos efforts. Et on est très heureux de ce que Jamil a fait comme démarche pour s'assurer qu'on a une occasion en or de discuter avec nos collègues et nos amis des îles du Pacifique. Vaima Mouliava. Donc, ce que je voudrais aussi, pour que les auditeurs comprennent bien, les enjeux pour nous, parce qu'eux, ils sont calédoniens, ils sont ici. Nous, on a 2 enjeux depuis qu'on travaille dessus. Il y a, parce que vous savez que je suis en charge aussi de l'innovation technologique, et je demande aux innovateurs de s'intéresser à tout ça. Parce que dès lors que nous allons créer, et nous avons la Biennale de la construction à révéler tout un écosystème d'innovateurs en Calédonie. Mais comment nourrir un marché et être audacieux? Vous avez la protection, c'est-à-dire les brevets, mais vous avez aussi la normalisation. Et ça, il faut que notre écosystème entrepreneurial l'entende. La normalisation permet aussi, au même titre que les brevets technologiques, le brevetage, de se positionner via une normalisation internationale sur des marchés régionaux ou internationaux. Ça, c'est le premier sujet pour la Calédonie. Nous, on a un deuxième sujet. On parle beaucoup de décarbonation du secteur de la construction, mais comment voulez-vous décarboner le secteur de la construction lorsque nous, dans nos réglementations, nous importons du bois normé Europe en Scandinavie? Donc, la filière du bois en Nouvelle-Calédonie doit s'intéresser à ce que nous faisons parce que nous ouvrons un champ des possibles d'une interopérabilité entre les normes françaises et européennes et puis notre région. Parce que importer du bois au Vanuatu ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est le meilleur moyen de se décarboner les esprits. Donc voilà nos 2 enjeux. Donc l'innovation technologique, je demande aux innovateurs de s'intéresser à ce travail parce que, comme l'a dit la présidente du PASC, ils ont déjà éprouvé et ils ont donné des avantages concurrentiels à des innovateurs canadiens qui se positionnent aujourd'hui sur des marchés régions du bassin ou internationaux. Et je rebondis, l'autre besoin de la Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment de se positionner dans la région via un leadership ou se faire accompagner aussi, parce que très souvent, la norme, on parle de normes performance énergétique, mais qu'est-ce que vous voulez qu'une tribu au fin fond de Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous allez lui apporter un moteur de calcul sur la performance énergétique? Non. Vous voyez? Donc il y a tout un travail, et je crois que c'est un aller-retour entre le pragmatisme de terrain, l'écosystème du terrain géographique, culturel et humain qui doit aussi interroger les experts qui travaillent sur la normalisation. C'est-à-dire éviter de faire des plans sur la comète qui ressemblent à des étoiles filantes plutôt que de bâtir des constellations.
Jamil Abdelaziz? Oui, vous avez posé la question de la grand-messe et effectivement, alors ça c'est quelque chose qui est revenu énormément lors des échanges. On passe beaucoup de temps à parler et pas assez à agir. Donc effectivement, l'axe fort, et c'est pour ça que Chantal me disait que ce congrès est fatigant, c'est qu'en fait on est tout de suite dans l'action. C'est-à-dire qu'on a des groupes de travail qui en ce moment sont en train de produire des normes pilotes. L'un relève du secteur de la construction, l'autre relève de l'alimentaire, parce que les 18 pays du Pacifique doivent apprendre à travailler ensemble, parce que ça n'a jamais été fait. D'une part, on ne parle pas la même langue, on n'est pas dans le même environnement, on n'a pas la même culture, on est rassemblés par l'Océanie, mais énormément de choses nous séparent, on n'est pas du tout au même point de départ. Et donc là, l'idée, c'est d'apprendre à travailler ensemble pour de s'inscrire dans la durée, en fait, et arriver à harmoniser nos méthodes de travail, à harmoniser la sécurité de nos concitoyens, de nos communautés, et à tenir compte de nos réalités. Et l'intérêt d'avoir la présence des grands pays, c'est qu'eux, ils ont une maturité, ils ont des années, des décennies d'avance. La normalisation en Europe et au Canada, elle est centenaire, même plus que centenaire. Et elle a commencé il y a 2 ans, donc il faut bien se donner le temps. Il faut à la fois se donner le temps et on est dans l'urgence. Donc l'idée de bénéficier de l'expérience des grands pays nous permet d'essayer de combiner les deux, c'est-à-dire le retour d'expérience, gagner du temps, et en même temps prendre le temps de travailler ensemble. C'est ce qu'on est en train de faire cette semaine. Alors vous êtes tous autour de cette table des apôtres de la normalisation. Je vais me faire l'avocat du diable. Du coup, je vais vous poser des questions sur lesquelles j'aimerais bien vous entendre les uns et les autres. Est-ce que la normalisation peut être aussi dans certains cas un frein à l'innovation ou au développement économique? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque entre normalisation et uniformisation, Chantal Guay? C'est une excellente question. Je vous dirais que si je prends l'exemple du Canada, du travail qu'on a fait, on a convaincu l'écosystème des innovateurs que, au contraire, la normalisation était, tout comme la propriété intellectuelle, un des outils clés. Comme la norme ISO 9001 que vous avez évoquée tout à l'heure. Oui, et on a de beaux exemples de compagnies. Je vais en nommer une parce que j'adore le travail qu'ils ont fait. Carbon Cure, ils ont développé une technologie pour prendre le CO2 dans l'air et l'injecter dans le béton. Et ils ne pouvaient pas utiliser leur technologie à cause d'une norme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va travailler avec vous, on va changer la norme. C'est ça notre rôle, nous. On est là pour faciliter et faire en sorte qu'on supporte l'accès au marché, soit domestique, soit international. Donc, je vous dirais que le travail qu'on fait maintenant avec l'écosystème d'innovation au Canada depuis 6 ans, ma réponse, c'est non. Ce n'est pas un frein à l'innovation. Et j'en suis convaincue. Et j'ai plein d'exemples. Je pourrais vous en envoyer. Je suis sûr que vous avez beaucoup d'exemples. Oui. Et ce rapport entre normalisation et uniformisation, Patrick Koubac, c'est un risque ou pas, selon vous? À mon avis, en fait, juste pour rebondir sur ce que Chantal avait indiqué aussi, c'est qu'en fait, c'est très important d'avoir, dès le début, avoir une consultation de tous les secteurs, quoi. Et ne pas seulement avoir une politique où vraiment c'est seulement les fonctionnaires qui travaillent sur ces politiques, mais avoir tous les secteurs dans la discussion. Comme ça, c'est plus facile. Y compris les acteurs économiques, voilà, justement. bien sûr. Donc, par exemple, on a des plateformes en fait régionaux qu'on peut discuter sur ces questions. Par exemple, le Forum des îles du Pacifique, nous avons en fait la conférence des ministres du commerce, nous avons aussi la conférence des ministres de l'économie, nous avons aussi la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et donc, c'est ça qui est très important, de pouvoir discuter ces questions afin d'avancer en fait sur ces secteurs. Parce que sinon, en fait, on ne va même pas avancer, on va toujours avoir un frein sur les normes qu'on veut adopter. Jamil Abdelaziz? Oui, moi je définis la norme comme étant un consensus professionnel. Donc il y a 2 mots qui ont tous les deux un sens, consensus, c'est-à-dire un accord, et professionnel, c'est-à-dire que ça regarde les professions. Ce n'est pas les fonctionnaires qui écrivent les normes. Et ça, il faut bien le dire et le redire, parce qu'on a l'intention, et on a l'impression que c'est une intention politique et une intention étatique. Pas du tout. Et le fait d'être un consensus professionnel nous oblige à garder cette notion de consensus professionnel toujours à jour par rapport à l'état du marché, et donc à favoriser l'innovation lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle est réclamée par les professionnels. Aujourd'hui, en fait, ma plus grande joie, en fait, lorsque je parle des 2 groupes de travail qui sont en ce moment en train de travailler au lieu de manger à la CPS, c'est que dans ces groupes de travail, il y a des parties prenantes, des industriels de Nouvelle-Calédonie qui sont là autour de la table et qui, en ligne, ont des industriels des autres pays du Pacifique. Et que ce soit l'alimentaire ou que ce soit l'énergie, ce sont ces professionnels, entre eux, qui comparent leurs pratiques pour arriver à trouver ces consensus.
Donc ne nous trompons pas, l'idée de dire que la norme est l'innovation ou un frein, non, la norme, c'est fait pour les professionnels. L'État et le politique est là comme régulateur. C'est lui qui doit dire si la norme atteint les objectifs que lui a fixés dans la politique générale du pays. Donc c'est bien les entreprises et les industriels qui doivent se mettre autour de la table et rédiger les cahiers des charges qui nous permettront, nous, de les transformer en normes au sein d'organismes de normalisation, tels que c'est le cas au Canada et dans les autres pays. Vaïma Mouliava, sur ces questions de normalisation, uniformisation ou frein au développement, je crois au contraire, vous allez me dire. J'ai même pas besoin de répondre. Faites-le. Ma présence, elle est là. Elle montre que je suis pour la normalisation. Mais sinon, c'est la jungle. C'est la jungle. Vous voyez ? Donc, il faut bien avoir une société qui a des règles, non seulement pour le consommateur, mais aussi pour le développement économique. Et c'est ça le sujet. L'autre sujet, parce que vous m'avez coupé, important, c'est que la normalisation puisse favoriser le développement économique endogène des populations, des peuples du Pacifique. Parce que très souvent, je suis fatigué, moi, je vais vous dire, je suis fatigué de tous ces événements qu'on entend partout dans le monde, COP21, COP22, le truc, changement climatique, etc. Ils n'adressent jamais la population dans toute sa proximité. Ils ne développent jamais du développement économique pour rendre les populations impactées par, j'ai envie de dire, l'arrogance des grands États qui pourrissent notre vie, et c'est nous qui sommes les premières victimes de tout ça. J'ai envie de vous dire. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est aussi de créer... C'est pour ça que je soutiens ces experts. Pas pour faire joli. Je soutiens ces experts parce que, à partir de leur expertise, nous, et je compte bien suivre ça de près, développer une économie durable, soutenable, en fonction de l'écosystème de chaque pays. Mais elle a très bien dit, Madame la Présidente, ça ne sert à rien que nous mettions à inventer l'eau chaude. Parce que des grands pays se sont déjà éprouvés dans cet exercice, mais il nous faut, et c'est important de le faire, adapter toutes ces normes en fonction de notre environnement culturel, géographique et humain. Voilà. Donc les grandes nations peuvent aussi amener des choses. Elles ne font pas que courir le reste du temps. Ouais. Non, c'était pas le sujet. Oui, mais vous savez qui pollue le plus notre planète. Vous savez qui a développé une philosophie disant que l'homme peut dominer la nature. On en paye la facture aujourd'hui. Donc, c'est très important que tout ce que nous travaillons avec le PASC et le PISC et le Forum des îles du Pacifique, nous nous incluons dans ce système. Et qu'à aucun moment, nous nous élevions et que nous pensions que nous sommes un au-dessus d'un tout. Et c'est exactement ce que me disait ma professeure Christine Chevalier d'HEC, que nous vivons l'ère des co-construction, collaboration, multiplions les parce que c'est comme cela que nous allons survivre. Patrick Kobach, vous vouliez ajouter quelque chose ? En fait, juste pour rebondir à ce que M. le ministre avait indiqué sur la question de la population, qui est au centre de toutes ces discussions, en fait. Parce que là, en fait, on a aussi la stratégie 2050 qui a été adoptée par les chefs d'État et de gouvernement en juillet 2022. Là, il y a en fait une mise en œuvre qui est en train de se développer. Donc, il y aura beaucoup de consultations et cette question est très, très importante sur la mise en œuvre de cette stratégie 2050. Alors, Chantal Guin, on l'a rappelé, c'est la 44e réunion du PASC. Qu'est-ce que vous allez en retenir ? Quelles sont les choses concrètes que vous attendez pour cette réunion qui a lieu à Nouméa cette année ? En fait, encore une fois, une très bonne collaboration, une discussion des enjeux et une définition des prochains pas ensemble. Je pense que c'est très important qu'on continue à apprendre l'un de l'autre et c'est certainement mon désir qu'on puisse le faire de façon structurée et qu'on identifie, le PISC a déjà identifié 2 secteurs, mais on a parlé beaucoup de changement climatique et pour moi, c'est très important pour une raison que M. le ministre a mentionnée. Il faut rester très près de la population, des gens qui sont impactés. Et c'est essentiel dans notre conversation sur les moyens à prendre et les choses à faire pour faire face au changement climatique. Et ça pour le PASC, ça nous permet de faire ça. Ça nous permet d'être très près de la réalité et de ce qui se passe sur le terrain. Et je vous dirais qu'en général, et c'est notre expérience au Canada, ça nous a fait évoluer beaucoup cette relation avec
les gens qui sont les plus vulnérables, les gens qui sont impactés, comment on voit la normalisation et comment on doit continuer à l'évoluer pour être sûr qu'on est très inclusif. Pour ne pas avoir tendance à avoir un groupe de gens techniques qui font une norme qui est un peu désincarnée. On veut éviter à tout prix ça. Et donc, pour nous, tous ces apprentissages-là sont très importants et vont se continuer dans le futur. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau des Jeudis de l'économie pour nous parler de cette question de la normalisation à l'occasion du PASC qui a lieu en Nouvelle-Calédonie à Nouméa à la CPS depuis hier et qui se clôturera demain. Hein, c'est ça, Vaima Mouliava, hein? Oui, juste un petit mot. Remercier Madame Gay, Monsieur Koubak et quand même Jamil qui est le président du PISC. Hein, on a tendance à l'oublier en Nouvelle-Calédonie, mais Monsieur Abdelaziz est le président du PISC. Et puis, il n'y a pas meilleure manière que de faire de la francophonie. Merci. Voilà, quoi, c'est une émission à multiples entrées. Merci en tout cas à tous les quatre.